Alors, moi, je dirais qu'à l'observateur attentif, l'expression retenue pour le titre de cette troisième table ronde peut sembler un peu incongrue. La médiation intervenant dès lors que le conflit existe, dès lors qu'il est installé, parfois très sévèrement, comment peut-elle, cette médiation, être préventive au même titre que ce médicament homéopathique que j'ai toujours dans ma poche et qu'on me recommande d'avoir chaque saison pour éviter le rhume ou la laryngite? Il y a eu une alternance politique à Montreuil en 2008 et déjà pendant la campagne électorale, nous pensions que il y avait des problèmes de cohésion sociale à Montreuil, que les gens ne se parlaient pas forcément bien. À Montreuil, on vit pas mal sa différence culturelle, mais on vit quand même un petit peu, on avait le sentiment qu'on vivait quand même un petit peu l'un à côté de l'autre. Une étude sociale que nous avons menée en 2011 nous a confortés dans cette hypothèse, parce que en fait, nous nous sommes aperçus que les écarts de salaire à Montreuil ont augmenté dans les 10 dernières années, sont passés de 1 à 7 à 1 à 9,3. Et nous avions fait un autre constat, c'est que toute la partie sud de Montreuil, qui s'appelle le Bas-Montreuil, qui bénéficie du métro, vivait totalement différent et de façon assez isolée de tout ce qu'on appelle chez nous le Haut-Montreuil, qui ne bénéficie pas du tout des mêmes infrastructures de transport et où sont concentrées les plus grosses cités. Cela dit, Montreuil, bien qu'en Seine-Saint-Denis, ne rencontre pas non plus les mêmes difficultés que d'autres villes. Sevran a fait la une des journaux cette semaine, mais il y a aussi Clichy, enfin je ne veux pas stigmatiser mes villes collègues, mais il y a quand même des villes en Seine-Saint-Denis qui vivent beaucoup plus mal que Montreuil. On a énormément de chance. Il y a ça, il y a le fait que, comme toutes les autres villes de petite couronne, nous attirons les Parisiens qui cherchent à se loger, enfin qui n'arrivent plus à se loger à Paris, quoi. Donc de nouvelles populations arrivent avec de nouvelles demandes, et qu'il faut qu'on fasse vivre tous ces gens-là. Donc Montreuil, c'est 150 000 habitants. Dans ce département de Seine-Saint-Denis, qui est jeune, dynamique, formidable. On a vraiment tous beaucoup de plaisir à habiter dans notre département. Il faut vraiment sortir des idées reçues qu'on a sur la vie en Seine-Saint-Denis, mais en même temps qui connaît beaucoup de difficultés sociales et qu'il faut gérer tout ça. À Montreuil, il y a des projets de rénovation urbaine qui entraînent aussi qu'il va falloir travailler à la façon dont les gens vont vivre les travaux. Ce sont toujours des moments un petit peu qui peuvent être violents pour les gens qui habitent là, à l'endroit où ça se rénove, et des zones urbaines sensibles, bon, pas comme partout en Seine-Saint-Denis. Donc ce constat un petit peu empirique qui s'est confirmé par la suite nous a amené en 2008 à créer un service de médiation sociale professionnelle. À l'heure actuelle, le service est composé de 6 personnes, donc ils sont tous professionnels. Ils interviennent sur toute la ville. Nous n'avons pas fait le choix de limiter l'action des médiateurs professionnels à certains quartiers. Ils interviennent donc sur toute la ville, sur tout ce qui peut concerner un service de médiation sociale, c'est-à-dire les conflits de voisinage, les conflits de voisinage entre groupes, c'est-à-dire ce qu'on a en général, c'est les occupations de halls d'immeubles, les occupations d'espaces publics, etc. Et ils font un travail remarquable. Dès l'installation du service de médiation sociale, les retours que nous avons eus de la population ont tout de suite été très positifs. On a vraiment senti que le besoin existait et qu'on ne s'était pas trompé. Mais en 2008, on avait une autre idée qu'on n'avait pas réussi à résoudre avec la création de ce service de médiation sociale. On s'était aussi rendu compte que les habitants font appel à la ville pour des choses qui sont importantes pour eux. S'ils font appel à la ville, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à résoudre leurs problèmes. Mais en même temps, leurs problèmes, c'est... Si on essaye de réfléchir avec du bon sens, ils auraient dû, entre guillemets, se débrouiller tout seuls. C'est-à-dire qu'il y avait plein de petits conflits qui remontaient jusqu'à Dominique Voynet, qui concernaient par exemple des conflits de voisinage, où il n'y avait pas de problématique de violence, où il n'y avait pas une des deux parties qui avait des problèmes psychiatriques, parce qu'on a aussi souvent ça. Et nous, on avait envie que les habitants... On avait envie, dès 2008, d'aider les habitants à gérer eux-mêmes les conflits, puisque les conflits, ça fait partie de la vie,
mais en même temps, on ne peut pas dire comme ça aux habitants, débrouillez-vous, c'est n'importe quoi de venir vous adresser à la mairie, quoi. Donc, on s'est lancé en 2010. On a réfléchi à comment mettre en place un réseau de médiateurs citoyens à côté des médiateurs professionnels, tout en permettant que chacun garde sa place, que par exemple, les médiateurs professionnels ne se sentent pas dessaisis de leur mission. Donc on a commencé en interne à la ville à réfléchir aux problèmes. Ensuite, on a fait appel à un cabinet conseil, Alternego, qui nous a aidés à mieux définir nos besoins, à réfléchir à la constitution de ce réseau, à lancer un appel aux Montreuillois pour qu'ils se présentent candidats, à lancer le procédure de sélection, puisqu'il y a eu une procédure de sélection, puisque évidemment, il s'agissait de faire médiateur, donc on ne pouvait pas se permettre de proposer une mission à un habitant qui aurait eu des problèmes de violence ou... Bon, très rapidement, on a dû écarter 3 candidatures. Un monsieur qui avait été agressif pendant la journée de sélection, une dame qui avait eu un problème de santé qui faisait qu'elle avait des problèmes de compréhension, et un monsieur qui aurait sûrement eu des qualités de médiateur, mais qui avait vraiment des gros problèmes pour s'exprimer en français. Et oui, mais enfin c'est le quotidien à Montreuil aussi. Hein, c'est pas. Nous avons eu la chance finalement de devoir sélectionner quasiment tous les candidats. Nous avons eu une deuxième chance, c'est que énormément de gens se sont portés candidats. Nous avons eu, pour une première expérience, nous avons eu une trentaine de candidatures. Uniquement par les médiateurs professionnels qui évidemment connaissent du monde sur le territoire, et aussi tout simplement par le journal municipal, où nous avions fait un article pour expliquer la démarche. Donc nous sommes arrivés à former un groupe de médiateurs citoyens à qui nous avons proposé une formation de 6 jours. Donc deux groupes, nous avons séparé en 2 groupes, et ils ont chacun bénéficié de 6 jours de formation, puis d'un accompagnement sur le terrain. Et voilà, ils se sont lancés. Donc, moi, la surprise que j'ai eue, c'est... il y en a dans la salle, hein, d'ailleurs, je les remercie d'être là. La surprise que j'ai eue, moi, c'est d'abord ce nombre de candidatures. Deuxièmement, la qualité des candidatures. C'est pas moi qui en ai jugé. Hein. La qualité des candidatures, ce sont les professionnels du cabinet et du service qui m'en ont fait part. Leur implication dans le projet. Leur envie de faire, leur envie de bien faire aussi. Et même parfois, il m'a été rapporté leurs inquiétudes quand ils étaient intervenus en médiation, leurs inquiétudes, peut-être j'ai pas bien fait, donc tout de suite ils demandaient des conseils, etc. Et leur envie, et donc là, c'est vraiment une victoire pour nous, puisque ça veut dire qu'ils ont vraiment compris ce qui était l'enjeu pour nous, leur envie de diffuser cette culture de la médiation parmi les habitants, parmi leurs pairs. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, je l'ai juste abordé, c'est que pour bien cadrer le qui fait quoi, on avait au préalable à la sélection des médiateurs citoyens, on avait travaillé sur les missions de chacun. C'est-à-dire que les médiateurs professionnels ont des missions beaucoup plus vastes que les médiateurs citoyens, à qui on ne demandera pas d'intervenir dans les zones urbaines sensibles, par exemple, à qui on ne demandera pas d'intervenir sur un conflit de voisinage où on peut penser que peut-être il y a un problème de violence de la part d'une ou de l'autre des parties. C'est pourquoi les médiateurs citoyens qui ont signé une charte avec la ville se sont engagés, par exemple, à ne pas accepter de dossiers de médiation eux-mêmes. Tous les Montreuillois qui ont un besoin de médiation s'adressent au service, et c'est le service de médiation sociale qui définit qui va intervenir. Ou finalement, ça pourrait intéresser les médiateurs citoyens, peut passer le relais. Et l'inverse est possible. Un couple de médiateurs citoyens, puisqu'ils travaillent en binôme, se rendant compte qu'ils sont en difficulté sur un chantier de médiation,
peuvent alerter le service en disant là, ça ne nous va pas, on ne s'en sent pas, etc. Voilà, donc le retour des habitants, alors ils ne sont pas sur le terrain depuis longtemps, ils sont sur le terrain le temps de la formation, etc. Ils ne sont sur le terrain que depuis avant l'été. Le retour des habitants est absolument formidable. Les habitants les ont vus pour le moment principalement sur les fêtes de la ville, etc., les événements, puisque les médiateurs citoyens y vont pour présenter leurs projets et dire qu'ils sont et à quoi ils servent. Les habitants sont venus vers Dominique Voynet, sont venus vers moi-même en disant que... Alors c'est curieux parce qu'ils étaient contents du service de médiation professionnelle. Les habitants, on avait déjà des bons retours, mais alors là, c'est carrément une sorte de fierté des Montreuillois de savoir que d'autres Montreuillois vont vont vers eux pour les aider, quoi. Donc je vous l'ai dit, ce qui est très positif, c'est aussi la motivation de l'équipe, etc., leur dynamisme. Le travail au sein du service, bon, c'est énorme, mais on n'a pas eu de conflit entre médiateurs professionnels et citoyens. Les difficultés, on s'en est rendu compte en marchant, puisque en fait on ne pouvait pas. Moi, je fais partie je suis élue à la tranquillité publique, donc je fais partie d'associations d'élus, donc je peux souvent m'appuyer sur mes collègues d'autres villes pour savoir comment ça marche chez eux, mais là on ne pouvait pas avoir cette expérience. Donc la difficulté, c'était d'avancer en marchant, et donc ça a été quand même très très lourd pour le service. J'en profite puisqu'ils sont ici aussi pour les remercier de leur investissement sur ce dossier. Et puis aussi, on s'est aperçu qu'il nous manquait des outils, et en particulier, on n'a pas d'outils informatiques. Pour le moment, donc on va s'y mettre, mais voilà, on n'y est pas encore. On n'a pas un outil informatique performant qui nous permette de bien traiter les dossiers. Et avec maintenant ces deux types de fonctionnement, professionnel et citoyen, on est vraiment en difficulté. Enfin, c'est un travail de titan pour démêler les fils de comment on travaille, où on en est, qui est où, etc. Donc ça, il faut qu'on s'y mette. Et on a eu aussi un problème interne à la ville l'an dernier, que les médiateurs citoyens ont pris de plein fouet. C'est qu'on a eu le poste de chef de service avait été vacant pendant plusieurs mois, donc ça a été très lourd à gérer pour les médiateurs professionnels et la directrice. Et voilà. Mais ma conclusion est tout de même que l'objectif est atteint. C'est-à-dire que ce qu'on avait rêvé existe, et on va continuer. Maintenant, il faut qu'on avance. Donc l'an prochain, on fera un deuxième appel à candidature. L'idée étant de renforcer l'équipe et puis de leur apporter un sang nouveau, qu'ils puissent discuter avec d'autres gens et puis faire d'autres choses. Et voilà, je vous remercie. J'aurais une question pour Véronique Bourdet, c'est ça, concernant le statut de ces médiateurs citoyens. Je crois que vous avez oublié de dire aussi, mais je l'ai su, que vous aviez obtenu un prix il y a quelques années du Forum français de la sécurité urbaine. Oui, alors là, le prix, il revient aux médiateurs professionnels, puisque c'était avant l'existence du réseau de médiateurs citoyens. On avait eu en 2009 le prix de prévention de la délinquance du Forum français de sécurité urbaine pour un projet. En fait, il y avait des jeunes qui occupaient d'une part un local à poussettes d'une cité HLM, d'autre part un gymnase le week-end, avec des comportements qui pouvaient être assez violents, au moins verbalement, par rapport aux gardiens qui essayaient de venir fermer le gymnase le dimanche soir. Ça faisait des années que ça durait. Les médiateurs professionnels y sont allés, ont travaillé longtemps avant d'établir le contact. Et puis en fait, pourquoi nous avons eu le prix, c'est que au-delà de... Parce que ça nous est arrivé dans d'autres gymnases de pacifier un petit peu, de réussir à ce que... Ok, on joue au foot le dimanche, mais après on laisse le gardien fermer le gymnase. Là, dans ce cas particulier, non seulement les jeunes ont compris que oui, c'était pas forcément une bonne façon de faire. Oui, les services de la ville avaient des obligations, comme assurer la sécurité, etc. Oui, c'était mieux de respecter un lieu, parce que comme ça, le lendemain, quand les écoles venaient, au moins c'était propre. Mais surtout, le contact avec les médiateurs professionnels les avait un peu responsabilisés en général, et ils s'étaient fondés en association. Enfin, les plus vieux du groupe
C'était fondé en association et l'association tourne toujours. D'ailleurs, en fait, il y a 2 associations. Du coup, ils se sont fondés en 2 associations et l'association tourne toujours. Et donc, on avait eu le prix de prévention de la délinquance que j'étais allée recevoir au Sénat avec les jeunes, qui étaient très fiers. C'était très mal. Et votre autre question, le statut des médiateurs, je ne sais pas bien répondre parce qu'en fait, hein? Ah oui, ils sont bénévoles, oui. Ah, mais en fait, c'est ça le principe. Notre principe, il est vraiment que ce soit des habitants, donc bénévoles, qui vont à la rencontre de leurs concitoyens pour leur venir en aide sur des sujets de médiation. En fait, on a un service de médiation sur 2 pieds, une médiation professionnelle et une médiation citoyenne. Bien. Voilà. Alors, comment la médiation en amont peut-elle éviter le conflit, puisque je disais tout à l'heure en introduction et de façon un peu provocatrice que la médiation a besoin que le conflit s'installe pour pouvoir exister. Vous avez tout à fait raison de dire c'est un titre un peu bizarre, prévenir par la médiation. Bien. C'est vrai, on prévient. Si on prévient, il n'y a pas de médiation. S'il y a une médiation, on prévient quoi? C'est vrai, on prévient l'arbitrage, on prévient le procès. Ça, c'était mes entrées en matière. Ensuite de ça, pas vous, mais le programme me désigne comme médiateur de projet. Je ne sais pas ce que c'est, bien franchement, je dois vous l'avouer. Par contre, apparemment, il y a une note biographique qui vous a été distribuée, vous verrez que depuis 1974, j'agis dans le domaine de l'arbitrage, notamment comme arbitre, comme président de tribunaux arbitraux à travers le monde. C'était un petit peu mon gagne-pain pendant de très nombreuses années et ça l'est encore. Donc, médiateur, ça, je ne sais pas. Arbitre, oui. Par contre, si j'ai accepté l'invitation de venir vous parler de médiation, c'est qu'il y a bien quelque chose. C'est qu'en réalité, j'ai évolué pour essayer pas moi, mais les gens en général, de sortir du conflit de l'arbitrage ou des tribunaux pour arriver avec des méthodes plus douces, plus soft, comme la médiation. Alors, c'est pour ça que je suis là et j'espère que vous allez interpréter mon passage de l'arbitrage et ce que je suis en train de développer, je vais vous en parler, comme un plaidoyer plus fort en faveur de la médiation et de préparer la culture. Bien. Ceci étant dit, je vais vous parler de... Ça s'appelle en anglais, et le nom est tout à fait répandu en France aussi, c'est les dispute boards. Est-ce que ça dit que, évidemment, au joyau qui est avec nous, Mme Gavanon, va sûrement savoir de quoi nous parlons, mais les dispute boards, ça ne vous dit rien. Bien. Alors, comme tous les anglicismes, nous avons toujours des difficultés avec les anglicismes. C'est vrai, mais ça évolue. On en est venu maintenant à adopter, en France notamment, les CRD, les comités de règlement des différends. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est une activité qui m'occupe de plus en plus. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un CRD? Je pourrais vous en parler longtemps, mais qu'il s'agisse de dire qu'il s'agit d'un panel ou d'un panel de une ou en général 3 personnes qui sont investies d'une mission dès le départ d'un projet. Autrement dit, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un différend qui survient, vous allez en arbitrage, et puis les avocats vont interpréter ce qui s'est passé 4-5 ans avant. C'est pas vraiment la meilleure méthode. Et c'est vrai que les avocats, évidemment, j'en suis un depuis plus que 40 ans, beaucoup plus d'ailleurs. Alors, le comité de règlement des différends, vous l'installez au départ, c'est-à-dire il n'y a pas de différend. Et donc, sa mission principale, c'est la prévention. C'est ce qu'on appelle dans le jargon, c'est l'assistance informelle aux parties.
Alors, c'est le Dispute Board ou le CRD, c'est quelque chose qui existe, qui est né aux États-Unis au début des années 70. Ça a bien marché. Et aux États-Unis, c'est un moyen auquel on recourt très souvent pour s'assurer que les projets se passent bien. Donc, on prévient les différends. J'ai, quand j'étais plus jeune, en 85, négocié les accords entre les Français et les Anglais, je représentais les Français, pour la construction du tunnel sous la Manche. Nous n'avions jamais entendu parler de Dispute Board, donc ça n'apparaissait pas dans les contrats. Par contre, en pratique, quelques années après que le contrat ait été mis en œuvre, on a donc créé, avec le professeur Malinvaud à sa tête, une espèce de comité de règlement des différends. Bien. Donc, on l'a fait un petit peu après, il y avait déjà les problèmes. Alors, le CRD, c'est donc par la prévention. Alors, vous agissez, vous avez l'obligation d'aller au moins 4-5 fois par an visiter le projet. Donc, vous connaissez bien le projet. Et vous essayez de détecter chaque fois qu'il y a un grain de sable dans le rouage entre les parties. Et dès lors, vous intervenez à ce moment-là. C'est mes oreilles ou c'est le son? Vous intervenez à ce moment-là pour essayer de les aider à trouver une solution qu'ils vont adopter en cours de projet, ce qui leur permet d'éviter que ça s'amplifie. Je vais vous donner des exemples qui vont peut-être vous surprendre. En fait, non, j'inverse. Je vais vous donner un exemple. À l'international, ça se fait beaucoup, et la Banque mondiale, lorsqu'elle débloque des fonds pour financer un projet, elle l'oblige de mettre en place un CRD. Je vous donne un exemple. On a été appelé, le CRD, ça se passait dans un pays africain qui s'appelle le Mali et qui était tout près du Niger. Alors, comme vous savez, au Niger, il y a eu des otages français qui ont été pris. Il y en a encore 4 qui sont retenus comme otages. On ne sait pas trop où, mais c'est possiblement dans le nord du Mali. Alors, nous intervenons, nous, sur un projet totalement différent au Mali. Il se trouve qu'au Mali, c'était la même société qui intervenait que celle qui intervenait au Niger. Alors, vous avez appris, tout le monde l'a lu dans les journaux, ce qui s'était passé, ce qui est extrêmement malheureux. Alors, les gens de la même société qui travaillent à plusieurs centaines de kilomètres du même endroit, ils ont dit, on ne peut pas continuer comme ça, on peut être pris comme otage. Alors, ils ont arrêté le projet pour sécuriser le chantier. Et donc, évidemment, ça entraîne des délais dans la construction et ça entraîne des surcoûts. Alors donc, au lieu d'attendre à la fin du projet puis d'aller devant un juge ou d'aller devant des arbitres, ben, ils ont dit à nous, le CRD, qu'en pensez-vous? Voyez-vous, ils sollicitent une assistance informelle, c'est-à-dire une opinion. Et la question était, est-ce que la peur peut constituer un événement de force majeure? Donc, il en a fait beaucoup de ce genre, qui en a rédigé beaucoup de ce genre de clauses. C'était bien la première fois. Alors, on a rendu une opinion qui est absolument pas contraignante, et c'est pour ça que ça rejoint la médiation, absolument pas contraignant. Et puis, on leur dit, voilà ce qu'on pense. On pense dans ces circonstances que oui. Bon. Le gouvernement malien n'était pas très heureux parce qu'il dit, vous venez de dire par là, si on lit entre les lignes, que vous pensez que notre gouvernement ne peut pas protéger ses frontières. Et on dit, maintenant, on va vous mettre un petit peu à l'écart, vous avez fait assez de dégâts. Mais ce qui s'est passé en réalité, c'est 1 mois après, les partis ont transigé. Et c'est ça qui est le bienfait du CRD. Et c'est là qu'on rejoint le titre, prévenir par la médiation. On a prévenu un procès. On a prévenu de quelque chose de beaucoup plus grave. Je pourrais vous donner des tas d'exemples comme ça, mais je vais maintenant revenir à la France. On me dit qu'il existe ce que vous appelez un cahier des clauses administratives générales. C'est très connu, je sais. Le CCAG en 2009. Et en 2009, ils ont introduit une disposition qui invite les partis à recourir à des procédures de conciliation. C'est formidable. Comme on disait plus tôt, on a maintenant le germe qui est implanté. Le problème, c'est qu'ils ne disent pas comment et ils ne disent pas quand. Alors donc, le CRD se prête très facilement
à ce genre d'exercice. Alors, vous le mettez en place dès le départ du contrat et vous avez un mécanisme susceptible de prévenir les conflits. Alors, en France, qu'en est-il? En France, j'ai essayé d'interroger les uns et les autres et vous avez 3 domaines où ça se pratique depuis une dizaine d'années. Et ce sont pour les autoroutes qui sont données en concession. Alors, il y a la A28, 41, 65, 19, la A50 à Havre-Rouen. Et dans chacun de ces projets de concession, vous avez un CRD qui suit le projet et qui essaie d'éteindre les flammes quand elles débutent. Vous avez ensuite de ça le tramway de Reims, qui en est un autre exemple. Parce que là, il y a la construction d'une part, il y a l'exploitation, et on a intégré dans le projet du tramway l'exploitation des réseaux de bus. Et donc, vous avez encore là un panel qui est en place et qui s'assure que tout se passe bien. Et vous avez maintenant, dans le domaine des TGV, alors vous en avez un qui est le contournement de Nîmes-Montpellier, où on a un CRD. Et vous avez un autre que je connais beaucoup mieux, je fais partie du panel, qui est le TGV de Tours-Bordeaux. Et là, on parle de 300 km de ligne ferroviaire, plus 40 km de raccordement. Donc, c'est un projet de 8 milliards, c'est pas négligeable, qui se situe en France, donc c'est plus facile d'y aller qu'au Mali ou au Mozambique. Et puis, ça se situe à 100 km de ma maison de campagne. Moi, j'aimerais bien partir, donc je vais faire ça vite. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez... Donc, non, mais il faut que vous sachiez... faut que vous sachiez quand même que vous avez un établissement public, RFF, qui a concédé à Vinci Concessions des voies ferrées pour 50 ans, et Vinci Concessions s'est empressé de donner ça à Vinci Construction pour la construction. Mais il faut savoir que dans Vinci Concessions, il y a des financiers, ceux qui financent le projet. Alors, c'est eux qui, en réalité, sont les instigateurs de l'implantation d'un CRD dans ce type de projet parce qu'ils veulent savoir tout de suite ce qui va se passer. Ils veulent qu'on règle les problèmes au fur et à mesure. Et je vous le dis, il y en a toujours, c'est normal. Tunnel sur la Manche, il y en a eu plein. Et le TGV, il y en a. C'est des problèmes d'interprétation, de faits nouveaux. On arrête tout et c'est surtout des problèmes qui fait quoi entre le constructeur et le concessionnaire. Le concessionnaire a le droit au chapitre ou pas. Donc, c'est important, dès le début du projet, bon, ils viennent nous voir, qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est ça. Et là, on les voit, on peut les voir séparément, ce qui arrive. Donc, on tombe en conciliation, médiation, et puis on dit, voilà ce qu'on pense. Et dans la grande majorité des cas, croyez-moi, les solutions qu'on préconise sont immédiatement mises en œuvre. Ce qui permet, à la fin du projet, de clore les livres. Il n'y a plus rien en suspens. Vous n'avez pas besoin de faire de provision puisque ça a été réglé au fur et à mesure de manière beaucoup plus directe. Donc, prévenir par la médiation, on prévient un arbitrage ou un procès en essayant de rapprocher les points de vue. Je vais vous donner un autre exemple et je vais en terminer là, un exemple que je connais un peu moins, peut-être que certains dans la salle le connaissent, c'est la construction du pont de Térénès. On me dit dans le bout de Quimper, dans le Finistère. Alors, c'est un projet qui remonte à fin 2006. Ça a été livré, je crois, en 2008 par là, ou 2010, je ne sais plus, avec un an de retard. Et puis, qu'est-ce que vous voulez? Il y a eu un nombre d'incidents qui sont produits, de désordres, appelez ça comme vous voulez, mais ça se passait mal. Et un jour, l'entreprise a soumis son dossier de réclamation. Alors, vous avez donc d'une part un conseil régional, un maître d'œuvre, et puis vous avez un groupement d'entreprises dans le bâtiment qui sont là. Le conseil général, et c'est comme ça que ça se passe, évidemment, a plusieurs tutelles. Il y a d'abord les élus
font partie du conseil. Il y a l'opposition qui est là. Vous avez ensuite de ça la Chambre régionale des comptes qui vient les voir, et puis vous avez le préfet du département qui surveille. Ce qui revient à dire que pour faire une médiation, c'est pratiquement impossible. On est d'accord. C'est très difficile pour une collectivité de dire, bon, OK, on va en médiation et on va essayer de trouver une solution. Parce que d'une part, c'est comme reconnaître qu'ils ont une partie de responsabilité. Alors c'est difficile au conseil d'aller expliquer tout ça. Et ensuite de ça, ils vont dire, on peut nous reprocher des choses, d'avoir accepté des compromis, des transactions. Et puis, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, Terranès, ça a marché. Pourquoi? Alors, les avocats et les experts qui ont été appelés à la rescousse du conseil régional, du département, et ont dit, écoutez, ça se présente mal, effectivement, la réclamation des entreprises est arrivée. Mais on dit, c'est le genre de choses qu'il faudrait concilier, il y a du bon, du mauvais, du pour, du contre, tout ça. Écoutez, il y a un peu de tort partagé, vous savez comment ça se passe. En construction, on ne remet pas les plans en temps. Bon. Alors, donc, le Conseil général dit, ça me paraît un petit peu difficile, mais je serais bien tenté d'essayer cette formule. C'est nouveau encore ce que je vous raconte. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont appelé le président du tribunal administratif de Rennes, qui chapeaute cette région. Ils ont dit, écoutez, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, le président du tribunal s'est piqué au jeu, il dit, c'est peut-être une bonne solution. Il dit, allez-y. Et donc, ce qu'ils ont fait, le tribunal a nommé 2 experts judiciaires. Et je reviens sur ce que j'ai entendu. Les experts judiciaires ont été nommés par une ordonnance de référé, avec mission de rendre un rapport sur un certain nombre de questions qui leur étaient posées, puis de concilier. Alors, on les appelait les experts conciliateurs. Ça, c'est au tribunal administratif. Ça a l'air à se faire. C'est la première fois. Le Conseil d'État en a eu vent. On n'a rien dit. Donc, ce qui s'est passé, les 2 experts ont rendu leur rapport. Après, ont changé de casquette et sont devenus conciliateurs. Ont rapproché les parties, ont discuté. Le contradictoire a été levé. Ils les ont vus séparément. Et finalement, il y avait une transaction qui butait encore à quelques centaines de milliers d'euros sur des enjeux qui approchaient les 10 millions, disons. Ils sont retournés voir leur ami, le président du tribunal administratif, et dit voilà. Et le président a donné donc un coup de pouce, a reçu les parties, a reçu les experts, et puis a arrangé tout ça, si bien qu'une transaction a été signée, qui a mis fin aux différends. Et le président du tribunal administratif a écrit disant, écoutez, c'est réglé, il y a une transaction et je vous confirme qu'il n'y a pas d'entorse ou de violation de l'ordre public. Et ceci a donc été avalisé. Donc, je vous le dis, 1, c'est difficile, mais 2, c'est possible. Voilà, je vous remercie. Voilà. Donc, en m'excusant auprès de vous, puisque j'ai une corde vocale en moins, de ne pas être très audible, mais je vais essayer quand même, grâce à la nouvelle technologie, de me faire entendre. Donc, vous avez entendu tout à l'heure un témoignage de la ville de Montreuil sur la médiation sociale. Laquelle médiation sociale existe déjà depuis depuis 1990, disons, donc bientôt 25 ans, et que, à la suite d'un certain nombre d'événements dans les grandes villes, dans les villes moyennes, concernant la tranquillité publique notamment, ou allons plus loin que la tranquillité publique, les voitures brûlées dans le nord à Marseille ou à Strasbourg, et dans les villes moyennes ou dans les quartiers dits d'habitat social, un certain nombre d'incidents, ne serait-ce que les jeunes au pied des immeubles qui font du bruit
qui font du trafic, ou qui s'amusent ni plus ni moins, et pas toujours compris par ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'intergénérationnel, bien de plus en plus. Donc il a été pensé que des jeunes pouvaient être les pères d'autres jeunes pour améliorer la tranquillité publique. La médiation sociale, pour terminer sur cet avant-propos, a rejoint la grande famille de la médiation grâce au contact que nous avons eu avec Madame Planès, et je la remercie d'avoir finalement apporté tous les arguments pour nous convaincre que la médiation sociale faisait partie de la grande famille de la médiation. D'où notre présence et tous les remerciements que je peux vous apporter de France Médiation, qui réunit aujourd'hui plus de 60 villes de France, qui a été créée, cette France Médiation, en 2008, suite à un grand colloque qui s'est tenu à Angoulême par 5 villes, 3 villes moyennes, Chalon-sur-Saône que je salue, ici, Angoulême et Niort, et 2 métropoles, Lille et Marseille. Pourquoi ce colloque? Le thème était « La médiation sociale coûte-t-elle cher ?» La médiation sociale, est-ce qu'elle sert à quelque chose? La médiation sociale peut-elle être indépendante, impartiale, et par conséquent donc autonome de monsieur le maire ou de madame le maire, pour que l'agent de prévention et de médiation puisse travailler en bonne intelligence avec les jeunes, avec ce qu'on peut appeler les usagers, et développer la tranquillité publique. D'où la médiation est une vraie prévention, pour répondre à la question de tout à l'heure. Pourquoi? Parce que quand on a démontré durant ce colloque au public, qui était composé de 400 décideurs, 400 jeunes médiateurs, et que surtout parmi les décideurs, des élus, qui disaient mais la médiation ça coûte cher, ça sert à rien, on leur a démontré par des chiffres, à la ville de Marseille, à la ville de Lille, à la ville d'Angoulême, à la ville de Chalon, à la ville de Niort, et la ville d'Angoulême, dans laquelle j'étais maire adjoint déjà depuis plusieurs années, avec les services financiers. On a évalué les dégâts causés par ces jeunes des quartiers, et on s'est aperçu que l'éclairage public, les squares, les terrains de sport, un peu ravagés par ces jeunes, non seulement parce qu'ils étaient, comment dirais-je, des voyous, non, parce que bon, ils s'amusaient, et puis que, bon, parmi eux, bon, il y avait finalement des destructeurs, c'est vrai. Mais quand on a apporté les chiffres des dégâts avec les services financiers de la ville, ben, on s'est aperçu qu'un médiateur social qui fait bien son travail, eh bien, prévient les dégâts, prévient la tranquillité publique, prévient les dégâts causés dans les escaliers des HLM, et que par conséquent, la médiation sociale fait œuvre utile. Alors, à l'issue de ce colloque, qu'est-ce qui s'est passé? Les 5 villes que je nommais tout à l'heure ont pensé créer un réseau d'acteurs au niveau national, des médiateurs sociaux en France, d'où l'existence de France Médiation, que
je représente plus particulièrement aujourd'hui. Son rôle était de fédérer et de représenter les dispositifs de médiation sociale. Je disais tout à l'heure, aujourd'hui, il y a 60 villes ou 60 dispositifs qui y adhèrent, qui représentent 1500 acteurs sociaux sur le terrain des médiateurs sociaux, qui sont devenus professionnels par les formations que nous sommes obligés à France Médiation à créer, à mettre des modules de formation en place. Ça n'a pas été facile au départ, parce que l'éducation nationale, c'était pas son... À l'époque, ce n'était pas sa priorité, parce que le ministère du Travail disait « Ah oui, pourquoi pas, tiens, on va créer des modules de formation dans les AFPA ». Le ministère de la Ville, beaucoup plus actif, a dit « Bon, ben, on va faire appel à l'université en tant que telle, à des universitaires qui connaissent déjà le problème, qui enseignent la médiation au niveau supérieur, pour que nous puissions avoir des modules de formation pour des garçons et des filles dont le niveau de bac était le niveau moyen. » Dans les dispositifs aujourd'hui connus, on sait qu'on essaye d'engager niveau bac, parfois bac plus 1, parfois pas plus 2, mais pas beaucoup plus, mais n'ayant pas forcément des connaissances de droit, puisqu'il faut essayer d'aider les citoyens à l'accès au droit, n'ayant pas forcément la notion de règlement de conflit, d'où ces modules de formation nécessaires. Je rentre pas dans les détails, pour que nous puissions avoir des médiateurs formés. Favoriser le développement et la reconnaissance de la médiation sociale, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, en faisant référence au colloque d'Angoulême, pour montrer que la médiation sociale était un service utile à la population, un service utile aux élus, et un service utile finalement à toute la nation. Faciliter l'accès à toutes les formes de connaissances, d'où la spécificité de certains médiateurs sociaux à s'occuper plus les uns de conflits de voisinage, d'autres d'accès à la justice ou d'accès à la santé, d'accès au droit, et d'autres d'accès à la santé, je viens de le dire. Alors face, aujourd'hui, à de réels problèmes de société, on peut dire que la médiation sociale est un facteur de prévention et que l'adage dit facilement il vaut mieux prévenir que guérir, et dans ce cas-là, c'est tout à fait la démonstration qu'on peut vous faire. Alors on est parti de loin. On est parti des emplois jeunes de Madame Aubry, qui étaient très alléchants, notamment pour les collectivités ou les associations, puisque 80% du salaire du SMIC était honoré, et qu'il fallait... Donc la première chose qui a été faite, c'est la formation. C'est ce que je viens de vous dire. Alors le réseau France Médiation se donne un rôle de fédération, bien sûr, de formation, de réponse à des grandes collectivités. Et je vais prendre un autre exemple, c'est la collectivité du Nord-Pas-de-Calais. Le conseil régional a mandaté France Médiation pour essayer d'étudier durant une année, 18 mois, tous les gisements possibles d'emploi à la médiation sociale qu'on pouvait déceler, et qu'à partir de là, on pouvait former ces jeunes pour assumer le nombre d'emplois qui a été finalement décelé. Le conseil régional vient de mettre en place aujourd'hui
Laurent Giraud, mon directeur de France Médiation, est à Lille aujourd'hui pour signer les conventions avec le conseil régional, avec la préfecture de région, avec les villes de la grande communauté urbaine de Lille, pour justement la mise en place de ces formations en même temps du dispositif en question. Dans les transports en commun, je vous passe les détails, que ce soit la SNCF, la RATP ou les compagnies de bus dans les villes métropolitaines ou moyennes, et la médiation de ce que moi j'appelle l'interculturel, qui est celle d'adapter les populations émigrées à l'intégration, à la connaissance, à l'accès du droit, comme je disais tout à l'heure, et de par conséquent à la France Médiation. La médiation sociale est un de ces outils nécessaires aux collectivités pour pacifier et d'entrer, c'est le dernier exemple que je vais vous donner, d'entrer dans le dispositif de la médiation en milieu scolaire. Avec une chose extraordinaire du fait de l'expérimentation qu'on a eue, que ce soit à Lille, à Marseille ou à Angoulême, de former des petits bambins à l'école primaire, à la médiation. La formation, c'est ce qu'on appelle par les pairs. C'est un succès remarquable. Cette expérience qu'on a vécue à Angoulême il y a 4 ou 5 ans, ces jeunes aujourd'hui sont au collège, certains sont déjà au lycée, ils assurent d'une manière presque naturelle la médiation dans leur classe et dans leurs établissements. Aujourd'hui, le ministère de l'Éducation nationale est convaincu qu'il faut que cette expérience se transforme en un véritable outil installé dans les écoles, et c'est ce qui va se passer pour la rentrée prochaine. Et c'est par cet espoir que je termine mon propos en disant: former les jeunes à la médiation, c'est assurer la paix pour demain. Merci. Donc moi j'interviens depuis bientôt une trentaine d'années, enfin 27 ans maintenant, dans le domaine du conseil et de la formation au management et aux démarches de progrès, on va dire d'une façon générale. Et on est parti, et donc j'ai été amenée à faire du coaching et de la médiation au fur et à mesure de mes interventions sur de la résolution de problèmes au départ. Donc moi j'ai travaillé sur des problèmes à résoudre, j'ai formé des gens à résoudre des problèmes, j'ai aidé des dirigeants à encadrer leurs équipes pour progresser. Et bien sûr, on est passé assez rapidement du constat du problème à essayer de remonter aux causes du problème pour travailler de plus en plus sur de la prévention. Donc, vous parliez de la médiation est-elle prévention ? La prévention peut-elle être de la médiation ? À partir du moment où on met des personnes ensemble pour débattre par avance, et pour les gens de l'automobile que je vois en face de moi, j'ai travaillé sur ce qu'on appelle l'AMDEC, c'est-à-dire l'analyse des modes de défaillance, de leurs effets et des criticité. C'est-à-dire imaginer par avance tous les problèmes qui pourraient bien nous arriver, en rassemblant des personnes qui vont avoir par la suite à travailler ensemble, plutôt que d'attendre qu'ils soient survenus. On se regroupe à l'avance et puis on essaye d'imaginer à l'avance tout ce qui pourrait nous arriver de pire. Et je peux vous assurer qu'on rit bien, on passe des bons moments parce que on est beaucoup plus créatif dans le négatif que dans le positif. Et imaginer tout ce qui pourrait nous arriver de pire et pour essayer d'imaginer ensuite ce qui serait le plus probable et mettre en place les actions nécessaires pour éviter que ça n'arrive, c'est beaucoup plus positif. Alors on se heurte assez rapidement à des paradoxes. Et là, j'ai beaucoup aimé les interventions de M. Benatar, parce que je travaille essentiellement sur des paradoxes. C'est-à-dire, par exemple, le mythe du dépanneur. Quand est-ce qu'une personne se valorise pleinement ? C'est quand la machine est en panne, quand le processus est bloqué, quand il n'y a plus de dialogue, quand on est dans le conflit, quand on est dans la bagarre, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Et lorsque le sauveur arrive, avec sa petite trousse à outils de docteur, avec ses outils pour réparer, il passe pour le sauveur.
Donc, nous sommes dans des cultures de... Je vois qui sourit. Mais on travaille, en fait, on est dans la carence en permanence. C'est-à-dire qu'on est formé pour trouver des solutions à des problèmes. Moi, je rencontre des gens qui se présentent en permanence comme étant des sachants. Et le problème, c'est qu'il faut que le savoir, effectivement, soit partagé. Il faut qu'on admette que le savoir se trouve à tous les niveaux de toute organisation. Accepter que des personnes peu diplômées disposent d'un certain nombre de connaissances sur un problème et être capable de les écouter et de prendre le risque de les entendre et de les faire progresser ensemble. Donc on a résolu par exemple des problèmes avec des personnes qui avaient trouvé des solutions extrêmement simples, mais je revois encore un directeur de conception se lever et partir en claquant la porte en disant le problème est certainement beaucoup plus complexe. Bon, en attendant, il était résolu. Il était résolu simplement par le dialogue entre deux services qui ne se parlaient plus depuis très très longtemps. Dans une direction départementale jeunesse et sport, il y a peut-être de ça une vingtaine d'années, on s'était rendu compte qu'il y avait deux services qui faisaient exactement la même chose. Une fois que je les ai rencontrés un par un, on s'est rendu compte que une dame qui était aujourd'hui chef de service avait raté l'ourlet de rideau de la dame qui dirigeait le service identique. Il y avait de ça une vingtaine d'années aussi. C'est-à-dire que depuis 20 ans, les gens ne se parlaient pas, avaient monté des services en parallèle parce que et on ne savait même plus d'où venait le problème. Donc si vous voulez, on se rend compte qu'en tirant le fil, à partir de l'émergence d'un effet ou d'un symptôme, on remonte à des causes tellement insignifiantes parfois que ça laisse pantois, ça laisse perplexe et ça ne demande aucun savoir, une technicité particulière, si ce n'est de mettre en place des gens ensemble. J'ai travaillé avec la 10e puissance informatique mondiale pour former des chefs de projet informatiques, 12 groupes de 12 chefs de projet. On est arrivé, sans qu'ils se soient concertés, à identifier que 85-86% des causes étaient d'origine humaine, relationnelle, mais à aucun moment technique. C'est-à-dire, c'était la guerre des clans, c'était des périmètres de projets qui n'avaient pas été définis au départ, sur lesquels on n'avait pas communiqué, sur lesquels on ne s'était pas entendu, des projets qui n'ont jamais de fin, qui ne s'arrêtent pas, et qui génèrent des conflits à la fin parce qu'on a des différences d'interprétation. L'origine, au départ, vient d'un manque de concertation et d'un manque de discussion au départ. Seulement, lorsqu'on est dans des logiques, si vous voulez, dans des structures hiérarchiques plutôt que dans des structures de compétences, on est dans des logiques où le chef pense, le chef contrôle, le chef planifie, et on est basé sur l'interdiction. On est sur des logiques, si vous voulez, culpabilisantes, infantilisantes. Et aujourd'hui, on passe à des logiques, dans les entreprises en tout cas, et dans certains services publics qui vraiment... Enfin, quand je dis entreprises de tout droit privé, droit public, on passe sur des logiques de compétences, on construit des structures de compétences où les actions sont conduites au plus bas niveau hiérarchique, si je peux dire, de compétences. Et on fait en sorte que les gens disposent des éléments d'information et des enjeux sur l'ensemble du contexte de la décision à prendre et on les fait travailler ensemble. Donc pour moi, si vous voulez, quand Gabriel m'a parlé de la médiation de volonté politique, pour moi il y a urgence, c'est-à-dire qu'on est en guerre. Et je me suis fait le pari à midi de dire ce que j'avais à dire, à savoir que tant qu'on aura, excusez-moi, sous ce fronton de m'exprimer de cette manière, mais tant qu'on dira aux armes citoyens, je pense que quelque part notre culture est ancrée, si vous voulez, dans cette bagarre et qu'aujourd'hui on se trompe de guerre, on se trompe de bataille. La bataille, elle est à l'extérieur. Il faut qu'on se mobilise. Il faut qu'on ait un discours mobilisateur. Que si vous voulez, les directions à tout niveau de direction qu'ils soient n'ont pas un discours motivant, entraînant, ne savent pas. On l'a entendu ce matin, tout a été dit déjà sur l'aptitude à communiquer, l'aptitude à écouter à tous les niveaux. Mais écouter, c'est de la simplicité, c'est faire preuve d'humilité, c'est accepter que l'autre me dise, écoute, ce que tu as fait pour moi n'est pas tout à fait ce que j'attendais. C'est tellement plus facile de dire, j'ai tout fait pour cette personne. Comment peut-elle m'en vouloir? Avec tout ce que j'ai donné, avec tout le temps que j'ai passé, avec toute l'énergie que j'ai mise, comment peut-on me reprocher quelque chose? Et aujourd'hui, on est dans cette logique-là, c'est-à-dire on est en flux poussé, on pousse tout ce qu'on sait faire de mieux, on pousse toute son énergie, et on refuse de voir, on est dans le déni de l'évaluation. On ne sait pas évaluer. J'ai adoré la question d'Ida tout à l'heure. Avez-vous mis en place un dispositif d'évaluation?
c'est une des démarches les plus difficiles à mettre en place, l'évaluation. C'est prendre le risque que l'autre dise « bah non, tu m'as déçu ». En fait, finalement, c'est ça. On a parlé aussi de sentiment dans des chartes où le mot sentiment a été cité 3 fois, mais c'est ça. On considère, si vous voulez, la notion d'échec ou de réussite comme une remise en cause personnelle de ce que l'on est. Et on ne discute pas, on ne dialogue pas avec l'autre de peur de remettre en cause l'image qu'on a formée de soi-même au fil du temps. Tout le mal qu'on s'est donné à construire sa propre image de compétence, sa légitimité. Le mot légitimité est quelque chose de terrible dans le discours des dirigeants que je coach parce qu'ils sont en permanence en quête de légitimité. Suis-je légitime ? L'ai-je bien descendu ? C'est tout, en permanence, c'est cela. C'est « j'étais bon » ? Est-ce que c'était ce qu'il fallait que je dise ? Est-ce que c'était ce qu'il fallait que je fasse ? Alors la médiation, on la trouve beaucoup concrètement, si vous voulez. On aboutit dans les organisations. Les opérateurs fonctionnent très bien. Les niveaux intermédiaires ne demandent qu'à s'impliquer. On a des conflits d'associés, énormément. Et là, j'ai beaucoup apprécié aussi le discours sur les notions de clauses de médiation. Moi, je fais en sorte que les clauses de médiation figurent dans tous les contrats, mais dans les contrats de travail aussi à tous les niveaux, et qu'on accepte par avance de travailler sur des règlements intérieurs d'associés. Mettons-nous d'accord par avance, puisque je travaille avec des professions de l'écrit, qui elles-mêmes, en priorité, n'ont pas contractualisé leurs propres relations d'associés. C'est-à-dire, on n'arrive pas à écrire un pacte d'associés, on n'arrive pas à faire écrire à des associés, juristes, comment nous répartissons-nous les responsabilités, les parts sociales, le travail. Donc, à partir du moment où vous avez des associés qui dysfonctionnent, comment voulez-vous que la structure derrière se mobilise pour progresser, pour résoudre des problèmes ? Donc, conflit d'associés. Un exemple. Alors, on m'a demandé récemment, par exemple, d'aller rencontrer un futur associé, de faire une pré-médiation, c'est-à-dire vous nous connaissez, vous connaissez nos travers, pouvez-vous, s'il vous plaît, aller rencontrer notre futur associé, vous entretenir avec lui et quelque part nous faire une synthèse à tous les trois des risques que nous prenons nous associer ensemble. J'ai trouvé ça fantastique. Il y a une vingtaine d'années, on avait dans cette même structure, on m'a demandé d'être présente lors d'entretiens annuels pour m'assurer que la parole des gens était préservée, que le dirigeant ne dépassait pas certaines limites de temps de parole. On a dit aussi le temps de parole est monopolisé souvent par ceux qui pensent détenir la politique, le savoir ou les ordres à donner, et c'est difficile pour ces personnes de s'arrêter de parler, d'accepter d'entendre l'autre. Être à l'écoute de l'autre, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Donc il y a ces problèmes-là de reconnaissance. Dans un autre milieu, dans un autre domaine, dans les transports, dans les années 90, on m'avait demandé aussi de former des médiateurs dans les bus, dans les tramways. Dans l'occurrence, c'était une ville qui avait des tramways et des bus. Donc on a formé des habitants, des jeunes, c'était dans une ville dans laquelle les conducteurs de ligne, puisque je les ai accompagnés, se font régulièrement caillasser par des jeunes. Il y en a plusieurs malheureusement aujourd'hui, des villes à l'époque il y en avait beaucoup moins. Donc on a formé des jeunes de ces quartiers, puisque à l'époque les conducteurs de ces quartiers allaient dans les associations de quartiers pour expliquer ce que c'était que le transport. Donc ils étaient passés de dieselistes à conducteurs de ligne, et de conducteurs de ligne ils faisaient de la billetterie et ils intervenaient dans les associations de quartiers pour expliquer ce qu'ils faisaient. Donc ça devenait très compliqué. Eh bien ces médiateurs qu'on a mis en place à partir des jeunes des quartiers, ça a très très bien fonctionné pendant 1 an, pendant 2 ans. Et puis au bout de 2 ans, c'était eux qui étaient à l'origine des conflits dans les bus. Voilà. Parce qu'ils n'avaient plus de fonds de commerce. Et c'est le paradoxe, si vous voulez, de la prévention, c'est que rapidement, on revient à la gestion de la carence. C'est-à-dire qu'on est chef des problèmes et on est là pour résoudre des problèmes. On n'est pas là pour que les problèmes n'arrivent pas. Donc pour moi, c'est un changement de culture, c'est un changement de représentation mentale. C'est passer d'une culture de la gestion de la carence et du problème à une gestion de l'anticipation et du risque. Voilà.